Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Il y a 40 ans, en 1976, est née la première loi sur la protection de la nature. Objectif, protéger les espèces animales et les zones végétales. Bref, un pas important pour la sauvegarde de la biodiversité. En 40 ans, qu'est-ce que ça a changé dans le Finistère? Nous poserons la question à nos invités. Samy Hassani, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à Océanopolis à Brest et Luc Guillard à côté de vous, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'association Bretagne Vivante. Alors, vous nous parlez dans un instant de cette loi sur la protection de la nature et de ses impacts chez nous. Et comme chaque jeudi, nous verrons ce qui agite les réseaux sociaux ces jours-ci avec Benjamin Bréon, journaliste au Télégramme. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Bon, qu'est-ce qui s'annonce aujourd'hui? Je sais pas trop encore, je vais peut-être vous parler de la pluie ou du beau temps. En fait, j'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir. Oh là là, j'ai un peu peur. On verra ça, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Et puis, comme chaque jeudi, vous retrouvez également la brève de Sébastien Chambre. Mais tout d'abord, on fait le point sur l'actualité de ce jeudi 14 janvier. Les bonnets roses ont lancé leur ultimatum. Ce jeudi, les professionnels de la filière porcine étaient rassemblés à Plérin, dans les Côtes-d'Armor. Ils souhaitent obtenir un rendez-vous avec le ministère de l'Agriculture et la grande distribution dans la semaine. Sinon, ils sont prêts à des actions de grande ampleur. Retour sur cette journée de colère avec nos confrères de TVR 35. Ils étaient plus de 600 à se réunir à la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor ce matin à l'appel d'un nouveau collectif « Sauvons l'élevage français ». Ce mouvement, dont le signe de ralliement n'est autre que le bonnet rose, se défend de tout intérêt politique et syndical. Ils se revendiquent comme des agriculteurs de base qui veulent sauver leur métier. Selon eux, la revalorisation du cours passe par une restructuration de la filière. C'est l'heure de vérité. On n'a aucun intérêt économique personnel. On a l'intérêt économique de ne pas faire faillite, c'est tout. Mais on a le même intérêt que tous. Mais si rien n'est fait, je vous promets que ça va barder. Pour faire remonter le cours du porc, descendu à 1,07 € le kilo contre 1,40 € rémunérateur, le collectif réunissait tous les acteurs du secteur cet après-midi. L'idée majeure serait de rassembler les différents dirigeants de la filière en une appellation d'origine protégée qui serait directement chargée de la vente du porc. Un dossier sur lequel la région a décidé d'intervenir. Il y a une urgence, retrouver du prix, d'autant plus que les distributeurs ont dit qu'ils étaient prêts à payer plus cher. Donc la balle est un peu dans notre camp. Il faut maintenant agir vite et arrêter les bisbilles qui minent les prix et donc les éleveurs derrière tout ça. Le président de la région, Jean-Yves Le Drian, devrait faire des annonces sur ce sujet dès lundi prochain. En attendant, les bonnets roses souhaitent rencontrer sous 8 jours les responsables de la grande distribution ainsi que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Ils lui demandent un décret pour rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine des viandes transformées. Sur le plan local, certains élus étaient venus soutenir le mouvement. Les élus Front National voient d'un très bon œil ce mouvement « Sauvons l'élevage français » qui vient de se créer. Je leur ai dit aussi qu'il fallait d'urgence faire pression sur les politiques afin d'instituer un véritable patriotisme économique en France. Pour l'heure, les discussions sont toujours en cours. L'affaire du Socalic sera finalement examinée le 12 mai prochain. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Rennes ce jeudi après-midi. Un coup dur pour la famille de Bernard Jobard, le patron pêcheur du Socalic, décédé en mer après une collision avec le cargo turc Ocean Jasper. François Hollande était dans le Morbihan ce jeudi. Le président de la République qui présentait officiellement ses vœux aux armées à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Une rencontre qui a ravi les élèves de l'école militaire. Sur place, Philippe Berthoud de TVR 35. Les vœux qu'adresse aujourd'hui le président de la République aux armées au sein de cette école est à la fois pour nous un sentiment de fierté. En effet, on l'accueille au sein de notre école, mais aussi c'est une relation de confiance, je pense, qu'il veut établir, qu'il veut bien mettre en avant, une relation de confiance entre le président de la République, chef des armées et les armées qu'il commande. Cette confiance, elle s'est établie par l'efficacité des armées jusqu'à aujourd'hui et par cette volonté de continuer la relation dans les différentes tâches qui nous incombent, que ce soit sur le territoire national avec Sentinelle ou en opération extérieure avec l'efficacité dont ont déjà fait preuve nos armées. L'objectif, c'est de déployer 1000 réservistes en permanence pour la protection de nos concitoyens. L'enjeu, c'est d'améliorer le maillage territorial de la réserve pour qu'elle soit au plus près des populations et puisse devenir, à terme, une véritable garde nationale. Et je sais que le Parlement travaille aussi
sur ce sujet. Nous devons mobiliser non seulement les anciens militaires, mais tous ceux qui ont justement ce lien avec l'armée et cette volonté de servir le pays. Immobilier maintenant, on parle beaucoup de la baisse des prix. Vous cherchez peut-être un appartement, une maison, ou vous souhaitez vendre votre bien immobilier, mais est-ce vraiment la bonne période? Les notaires du Finistère présentaient ce jeudi les chiffres 2015 de l'immobilier dans le département et Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Comme la loi les y oblige depuis 2011, les notaires ont communiqué les chiffres de l'immobilier pour 2015. Alors comment se porte le marché en Finistère? Plutôt bien. Les prix plongent, moins 13% sur les appartements neufs et moins 4% sur les appartements anciens. Et pourtant, les conditions seraient plutôt favorables pour le marché. C'est une conjonction de facteurs que je n'ai jamais connue, puisque aujourd'hui on a des prix très bas, globalement, suite à la baisse qu'on soulignait tout à l'heure. On a également des taux très bas. On a des aides qui vont venir sur les prêts à taux zéro qui vont permettre la rénovation. C'est des facteurs qu'on n'a jamais rencontrés et qui sont extrêmement favorables à l'investissement immobilier, là encore pour notamment les primo-accédants. Pour cet agent immobilier quimpérois, en 2015, le marché a retrouvé un peu de sérénité après la frénésie des années 2008-2009. On retrouve un marché un petit peu équivalent en fait à 2004, c'est-à-dire 10 ans en arrière, où finalement les propriétaires acceptent d'être dans la réalité des prix du marché. Les gens reviennent vers la ville, donc c'est vrai que tout ce qui est le bassin un petit peu l'intramuros connaît une vraie valorisation, une vraie cotation au niveau des prix. Par contre, tout ce qui est un petit peu hors périphérique, c'est-à-dire un petit peu campagne, ont plus de difficultés à se commercialiser. À Brest, même satisfaction, avec une observation, la baisse des prix modifie le marché des résidences secondaires. On récupère beaucoup d'une clientèle de gens qui viennent prendre leur retraite en Bretagne. Donc ça, c'est une clientèle qu'on retrouve. Mais peut-être dans des prix plus abordables et on n'a plus le parisien ou le niçois ou l'anglais. Dans le Finistère, 71% des habitants sont propriétaires de leur logement. C'est 13% de plus que la moyenne nationale. Les conditions financières pour devenir propriétaire vont-elles rester aussi avantageuses? Ce courtier le pense. La plupart des gens pensent effectivement que le train est parti et qu'il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, quand on voit les taux du premier trimestre 2016, on est sur la même dynamique qu'en 2015 et il y a encore des coûts à faire ou à l'achat ou en renégociation de prêt. L'immobilier pourrait être encore florissant en 2016, y compris sur l'ancien. En effet, le PTZ, le prêt à taux zéro, grimpe jusqu'à 40% de l'acquisition et des travaux sur les logements anciens. Un coup de pouce fiscal pour relancer l'intérêt sur des biens un peu défraîchis et améliorer ainsi le parc immobilier. Et côté sport, une bonne nouvelle pour le Stade brestois qui conserve finalement son meilleur buteur, Youssef Adnan, qui après plusieurs jours de tractation avec un club saoudien, a finalement décidé de prolonger son contrat à Brest jusqu'en 2018. Youssef Adnan qui a déjà inscrit 6 buts en championnat de Ligue 2 cette saison. Enfin, une image peu commune sur la plage de Plonévé-Porzay. Ce jeudi, des centaines de sardines mortes ont été retrouvées sur le sable à marée descendante. Pollution, rejet de pêcheurs ou bancs échoués, tout simplement. Le mystère reste entier pour l'instant. En tous les cas, la sardine ne fait pas partie des espèces concernées par la loi à la protection de la nature qui fête ses 40 ans cette année. On en parle tout de suite avec nos invités. Il y a presque 40 ans, le 10 juillet 1976, était adoptée la loi relative à la protection de la nature. Objectif, protéger les espaces naturels et les espèces animales et végétales. Samy Hassani, vous travaillez donc à Océanopolis, à Brest, et Luc Billard, vous travaillez donc pour Bretagne Vivante. Avant cette loi de 1976, messieurs, on pouvait donc construire n'importe où, chasser n'importe quelle espèce animale, ou est-ce qu'il y avait déjà une volonté de protéger la nature? Samy? Alors, s'agissant des mammifères marins, puisque c'est ma spécialité, voilà. Bien avant cette loi de 76, il y avait déjà eu des arrêtés, des textes de loi qui protégeaient en partie certaines espèces. Alors, la première, en termes de mammifères marins, à avoir bénéficié de ça, c'est le phoque. Enfin, on est avant 76. On est avant 76, on est en 1960, dans les années 60. Le constat, c'est qu'il y a quasiment plus de population de phoques gris ou phoques veaux-marins en France, et notamment en Bretagne. Et du coup, pourquoi? Parce que l'espèce était chassée, elle était considérée comme nuisible. Par les pêcheurs? Pas seulement par les pêcheurs, oui bien sûr par les pêcheurs, mais aussi par, c'était un peu du sport d'aller chasser une grosse bête.
avec la réputation de manger beaucoup de poissons. Donc, et c'était un constat qui était général, hein, même jusqu'en Belgique, aux Pays-Bas, c'était un peu la même chose. Et donc, le premier arrêté de protection d'un mammifère marin, ça a été celui de 61 pour les phoques, que ce soit le phoque gris ou le phoque bleu marin. Pour tout ce qui est cétacés, notamment les delphinidés, etc. C'est arrivé beaucoup plus tard, puisque c'est en 70. Alors les premiers textes, c'était plutôt espèces non chassables. On n'avait pas le droit de la chasser. Pas vraiment protégée encore. On s'intéressait pas à son milieu, ou voilà, on n'avait pas le droit de la chasser. Les textes ont ensuite évolué, et c'est vrai que avec la loi de 76, et puis qui était le premier gros édifice, hein, ça a évolué ensuite en 81, plus d'autres arrêtés qui concernent les mammifères marins. On est arrivé à cette notion aussi de milieu, d'environnement. Donc pour réellement protéger une espèce, il fallait aussi son habitat. Il faut protéger son habitat. Ouais. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, enfin même plus de 40 ans plus tard, après la protection des phoques gris, on est à combien de phoques en Bretagne? Donc, ça, la population est vraiment régénérée? La population s'est régénérée, sans doute grâce au fait qu'on peut bénéficier des apports des grosses colonies britanniques. Hein, les phoques traversent facilement la Manche. Et puis, c'est surtout le phoque gris a bénéficié ici dans le Finistère, et ailleurs en Bretagne, hein, comme par exemple dans l'archipel des 7 îles, des premières réserves qui ont été créées, des initiatives locales. Il faut savoir que dans l'archipel de Molène, les îlots ont d'abord fait l'objet d'une création par Bretagne Vivante, qui s'appelait à l'époque SEPNB, d'une réserve biologique. Hein, ça date de... Est-ce que vous voulez préserver plutôt les oiseaux avec ces réserves? Alors c'était plutôt pour les oiseaux, donc ça date de 1960, donc c'est toute l'action des naturalistes qui ont fait la protection des phoques, qui ont fait qu'on s'intéressait aux oiseaux marins, nicheurs, et en 1960, Bretagne Vivante crée sa réserve biologique. Par la suite, le Conseil général du Finistère achète certains îlots comme Triélin, Banec, Balanec, et confie la gestion de ces îlots à Bretagne Vivante, et en 92, il y a vraiment la création de la réserve nationale, naturelle nationale, qui est gérée par Bretagne Vivante. Donc, on préserve les oiseaux marins, mais comme le phoque gris est une espèce comme les phoques, tous les phoques d'ailleurs, c'est un animal bien sûr marin, mais qui a besoin de sites de repos, de sites de mise bas, des sites où ils vont muer quand ils changent de pelage, où ils viennent à terre. Donc, ces îlots protégés ont également protégé, pour les oiseaux, ont également protégé indirectement les phoques. Un mot, puisqu'on est côté mer, avant de passer au côté terre, Samy, sur les dauphins, eux ont été concernés par la loi de 1976? Alors, pareil, en 70, espèces non chassables, et puis dans les années 90... Ils étaient chassés. Les dauphins? Oui, les dauphins étaient chassés, là aussi parce que considérés comme espèces nuisibles, et puis il y a une longue tradition en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais en tout cas en France, de consommer la chair de dauphins ou de marsouins. Ça date sans doute bien avant du Moyen-Âge, mais au moins en tout cas depuis le Moyen-Âge. C'était consommer les animaux qui s'échouaient frais en bon état, ou les pêcheurs allaient en chasser, c'était tout à fait normal. C'était vendu, on pouvait trouver en criée, on pouvait trouver chez le poissonnier jusqu'en 70, on pouvait acheter des steaks ou des rôtis. C'est un poisson. C'était un peu, voilà, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on parlait de gras pois, poisson gras. C'était la viande du carême, alors on mangeait de la viande en disant que c'était du poisson, enfin voilà. Le castor était un peu comme ça. Le castor était un peu comme ça. Alors, on va, avant de passer, on va parler d'autres espèces. Les chauves-souris et les loutres, messieurs, que vous connaissez sûrement bien, surtout la loutre qui est à la fois aquatique et terrestre. Ces deux espèces présentes dans le Finistère, elles ont été directement impactées par la loi sur la protection de la nature. Alors, on va faire un petit focus en images sur ces animaux qui aujourd'hui se portent très bien. On fait un tour là-dessus avec le groupe Mammalogique du Finistère. À 6 ans, le groupe Mammalogique breton recense et protège les mammifères. En octobre 2015, il publie un atlas des espèces qui peuplent notre territoire. Pour recenser les animaux, ils ont fait appel à des scientifiques et aux Bretons qui se baladent en forêt. Il y a des techniques assez variées pour identifier, repérer les mammifères sauvages. Ça va de l'écoute d'ultrasons des chauves-souris, à la recherche d'indices de présence, à l'analyse de pelotes de réjection de chouettes et frênes. On a invité la population bretonne à participer à l'inventaire des espèces, notamment sur les espèces qu'on croise assez facilement, un chevreuil, un renard, un écureuil, un hérisson. On a 3000 observateurs qui ont contribué à cet atlas. L'atlas a été victime de son succès. Les 3500 exemplaires tirés en octobre 2015 sont partis en 3 semaines. Quelques 2300 livres supplémentaires ont été imprimés depuis. Recenser les mammifères permet d'étudier notamment l'évolution de leur population. Par exemple, depuis le vote de la loi de protection de la nature en 1976, les populations de loutres ont été multipliées par 3.
Si chez les loutres, en 40 ans, l'évolution est notable, pour d'autres espèces protégées comme les chauves-souris, l'impact est moins visible. Ça n'a pas été, comme pour la loutre, un impact direct parce que la loutre elle a été victime de la chasse. Là pour le coup ça a permis par exemple de débloquer des fonds pour protéger des sites d'hivernage, des sites de reproduction d'espèces. Je coordonne un programme d'études du suivi des populations de chauves-souris et c'est bien parce que c'est des espèces qui sont protégées par la loi que je peux obtenir des financements des collectivités publiques pour mener ce genre de projet. Après la parution de l'Atlas, le groupe va mettre en place un programme de protection des micro-mammifères. Cette fois encore, ils demanderont aux amoureux des animaux de les aider à protéger les mammifères de Bretagne. Alors Luc Guillard, les loutres, c'est bien sûr une espèce très représentative de l'impact de la loi sur la protection de la nature dans le Finistère. La loi ne vise pas qu'à protéger des animaux, mais aussi des végétaux. Quelles espèces végétales ont été protégées et impactées depuis 40 ans par la loi, Luc Guillard? La liste est longue, là j'ai... Donnez-nous vos coups de cœur alors. Je vais pas dresser la liste en fait, mais comment... C'est pourtant dans ce domaine-là on en a besoin parce qu'il y a des chiffres. En fait, pour donner un ordre d'idée, là, dans l'état actuel des connaissances, sur à peu près 1700 espèces de plantes qui existent, qui sont recensées en Bretagne, ça c'est le travail, un super travail qui est mené par le Conservatoire botanique national de Brest. Il y a en gros 402 espèces qui sont évaluées comme étant rares ou menacées. Et là-dedans, il y en a une 58 qui sont en danger critique, en fait, actuellement. Ouais, voilà. Et ce sont des espèces qui sont visées par la loi sur la protection de la nature. Et comme l'a dit Jocelyn Boireau, donc on a écouté dans le reportage, eh bien, on s'appuie sur cette loi pour justement soit initier des études pour mieux connaître ces espèces, soit développer une connaissance de ces espèces de façon bénévole en prospectant le territoire. Et on s'appuie sur cette connaissance et sur la loi pour éviter la dégradation des milieux dans lesquels ces espèces existent. Lesquelles de ces espèces nos téléspectateurs peuvent croiser là quand ils vont se promener le week-end? Ils les croiseront difficilement, à moins justement d'être guidés par un botaniste, ça c'est une réalité. Mais par exemple, en Bretagne, on a sous notre responsabilité de notre région, l'Éryngium vivipare, par exemple, qui existe sur à peu près 1000 m² encore, sur la réserve des 4 chemins à Bels, dans le Morbihan. Et une réserve, comme l'a dit Samy tout à l'heure, une réserve associative, en fait, qui est aussi dans le réseau des réserves de Bretagne vivante, de l'ASEPNB. Est-ce que, et là je parle autant pour les végétaux que pour les animaux, Luc Guillard, en protégeant une espèce depuis 40 ans, par ricochet, on en protège d'autres? Oui, exactement, en fait. Ça, c'est une réalité. On le fait, d'ailleurs, à l'heure actuelle, avec la mulette perlière. Donc, on revient dans le milieu aquatique, pour le coup. Mais pas loin de la loutre. Un poisson, oui. Voilà, et de la truite, où on évoque là le concept d'espèces parapluie. C'est-à-dire que, en conservant de bonnes conditions de vie pour cette espèce qui est protégée, qui était extrêmement pêchée, alors là, c'est pas pour la manger, pour le coup. Même si, comme disait Samy, on a mangé beaucoup de choses. Parce que je pensais aux oiseaux marins, notamment, incroyablement consommés, ou leurs œufs. Non, là, la mulette, on la pêchait pour prendre une perle qu'elle sécrète, qu'elle génère, et qui était vendue pour la joaillerie, par exemple. Ah oui, d'accord. Et c'est une activité qui était énormément pratiquée par les paysans, par les gens qui avaient peu de revenus. C'était un revenu complémentaire très appréciable. Donc en protégeant cette espèce, la mulette, eh bien, on va protéger tout l'écosystème aquatique. Et donc la loutre va en bénéficier, le poisson va en bénéficier, les usagers vont en bénéficier, parce qu'on va agir aussi à l'échelle d'une autre notion importante qui est dans ce domaine-là, qui est l'échelle du bassin versant. Donc en gros, toutes les eaux qui ruissellent et qui arrivent à un ruisseau, un fleuve, eh bien apportent des choses. Et donc si on agit qu'au niveau du ruisseau, on rate notre coup, voilà, il faut agir plus large. Merci beaucoup, Luc Guillard. Un mot, comme on le voyait avec les chauves-souris dans le reportage, le grand public est régulièrement invité à compter certaines espèces. Et c'est le cas ces 30 et 31 janvier avec les oiseaux des jardins. C'est organisé par Bretagne Vivante
Et aussi le groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor. Donc voilà, vous êtes invité à compter les oiseaux dans votre jardin. Vous allez sur bretagne-vivante.org chercher les infos. C'est ça, Luc. Voilà. Exactement. Côté Océanopolis, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous allez sur le site www.oceanopolis.com. Merci beaucoup à tous les deux. Et tout de suite, on passe à la brève de chambre. Salut! Il y a 40 ans, en 1976, était créée une loi de protection de la nature. Cette loi avait pour but de protéger les espèces, la biodiversité. Aujourd'hui, en 2016, on peut se demander un petit peu si cette loi a vraiment servi. Disparition d'espèces animales, braconnage des oiseaux familiers, déforestation, agriculture productiviste, fonte des glaces, destruction de la barrière de corail, érosion des sols, déplacer du sable pour faire des plages, centrale atomique qui fuit dans la mer, centrale atomique qui fuit dans l'air, centrale atomique qui fuit dans la terre, énergie fossile, pollution, trou de la couche d'ozone, augmentation des gaz à effet de serre, augmentation de la température des océans, hausse du niveau de la mer, disparition du gecko à queue feuillue, implantation d'huile de palme pour faire de la pâte à tartiner habillée t'es pas là, barrage de boues toxiques qui explosent au Brésil, construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Heureusement, 40 ans après, l'Assemblée examine un nouveau projet de loi. La loi présentée aux députés propose ainsi de changer le regard sur la biodiversité en la considérant comme une dynamique globale, incluant et interagissant avec la vie humaine. Créer l'Agence française pour la biodiversité dont la vocation sera de renforcer la connaissance, la recherche, les formations autour de la biodiversité, mais aussi de soutenir financièrement des projets de restauration des milieux en tant qu'opérateur des programmes d'investissement d'avenir. Garantir un cadre juridique clair à la recherche et développement sur les ressources génétiques et définir les modalités de partage avec l'État, des communautés d'habitants, des bénéfices tirés de leur exploitation économique permettant de valoriser la biodiversité au profit des territoires dont elle est issue. Créer des zones en mer ou dans les fleuves qui protègent le cycle biologique de certaines espèces de poissons. Donner à la notion de paysage une place nouvelle afin que les projets de développement et d'aménagement, les différents paysages soient mieux pris en compte. Lutter contre le braconnage et en particulier augmenter les sanctions à l'encontre des trafiquants, améliorer les échanges de données entre organismes compétents pour renforcer l'action collective. Oh là là, c'est trop compliqué. Moi je dis, simplifions la loi. Article 1. Arrêtons de détruire la nature. Sanction, la peine de mort. Pour tout le monde. Et n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, c'est un peu radical, mais ce sera peut-être efficace. Allez, tout de suite, on passe à l'instant web. Benjamin, alors ce sondage sur Twitter, qu'est-ce que ça a donné? On va rester dans les oiseaux. Vous savez que tweet, ça veut dire gazouillis. Et je vais vous donner le résultat en exclusivité mondiale de ce sondage. Excusez-moi. Donc pluie, beau temps, pluie. Et ben écoutez, je vais tuer le suspense sur les 28 votants représentatifs d'eux-mêmes, dont sans doute ma mère, ma femme, quelques copains, 2-3 prévisionnistes égarés. Ben, le beau temps l'emporte. Comme quoi, c'est une bonne nouvelle. La méthode Coué, ça marche toujours. Il faut dire que le sujet météo agite la Bretagne à temps plein et c'est pas vous qui passez votre temps au bistrot que je vais l'apprendre. Oui, avec vous. Exactement. D'ailleurs, quand on regarde de quelle zone géographique viennent les recherches Google liées à la météo, vous savez quelles sont les 2 premières villes de France. Je vous le donne en mille. C'est Nantes et Rennes. Ça s'invente pas. Il n'y a pas Brest, sans doute, parce que le suspense est moins insoutenable. En gros, il va pleuvoir. Bon. Benjamin Bref, je vous disais la semaine dernière que le premier coup de vent de l'année nous avait permis d'échapper momentanément à la litanie des bonne année, etc. Mais c'est rien à côté de la grande affaire qui a agité les réseaux, et en tout cas ceux du Télégramme, cette semaine, c'est la neige. Et là, vous me demandez, quelle neige ? Et je vous réponds volontiers parce que je suis sympa. Et ben la neige, c'est celle que Météo France avait vu venir pour demain avant de revoir ses prévisions, puis de dire que finalement, peut-être, mais pas sûr, mais finalement peut-être que ce sera dimanche, mais on peut pas l'affirmer. Enfin bref, la neige, on ne sait pas, mais les prévisionnistes, eux, sont dans le brouillard, aucun doute. Seulement voilà, rien que l'annonce sur Facebook qu'on va peut-être voir 3 flocons se battre en duel avant de fondre lamentablement à peine arrivés au sol, comme le soulignait d'ailleurs ce matin une de nos lectrices, ça fait plus de 200 000 vues. Comme ça, et ça aurait été annoncé par Steven Leroy, on touchait les 300-400 000, un breton sur 10. J'en parlerai d'ailleurs dès ce soir. Donc le sujet intéresse toujours, même si les statistiques sont faussées, et c'est assez scandaleux quand on recherche les sujets liés à la neige en Bretagne. Et bien sur les 4 premiers, il y en a un qui concerne Blanche-Neige, et l'autre, la Reine des Neiges, que je vous ferai pas l'injure de chanter. Je vous en sens d'ailleurs assez libéré, délivré, tout ça. Je suis contente. Bref. En croire un passionné, de toute façon, les journalistes régionaux et la météo, ça fait 4000. Alors il n'a pas tout à fait tort, la preuve c'est que le sondage avait voté pour le beau temps et que là, niveau chronique ensoleillée, c'est pas génial.
Seulement voilà, comme disent les politiques, enfin ils le disent pas, mais enfin ils le pensent très fort, les sondages, les seuls qui comptent, ce sont ceux qui vont dans le sens du commanditaire, et là le commanditaire, c'est moi. Et moi je trouve qu'il fait pas super beau, à part bien sûr sous le microclimat de la Côte-Nord. Je propose qu'on s'y délocalise pour la semaine prochaine. On va y penser, Benjamin. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à tous les trois messieurs d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.